Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Nous sommes à peine 50 jours après l'investiture de Donald Trump et les équilibres mondiaux sont bouleversés comme jamais. Au cœur des attentions, bien sûr, la guerre en Ukraine, mais surtout les perspectives de paix qui chamboulent encore plus les équilibres. Alors quel avenir pour l'Europe? Quel avenir pour nos nations dans ce futur incertain? Quel avenir, bien sûr, pour les relations entre Moscou et Washington et pour ces pays que d'aucuns nomment du Sud global? C'est toutes ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette émission. Mais avant, comme chaque semaine, je compte sur vous pour que vous m'accordiez ces quelques secondes si précieuses. Alors pensez bien sûr à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça améliore considérablement le référencement de cette vidéo. Pensez bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne de TVL pour recevoir toutes les notifications. Et puis bien sûr, on se retrouve dès à présent dans les commentaires pour m'écrire vos suggestions au fil de cette émission. C'est parti, à tout de suite. Et à mes côtés cette semaine, Jacques Sapir. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nouveau à nos côtés. Vous êtes géopolitologue, économiste, spécialiste des questions stratégiques et monétaires, directeur d'études de l'EHESS. Vous êtes aussi membre de l'Académie des sciences de Russie. Et puis vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur la question de l'euro notamment, mais vous avez aussi publié plus récemment aux éditions Perspectives Libres de notre ami Pierre-Yves Rougeron, La fin de l'ordre occidental. Et bien sûr, chers téléspectateurs, vous pouvez dès à présent, si ce n'est pas déjà fait, en faire l'acquisition sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. Alors la semaine dernière, Jacques Sapir, à votre place, c'était Régis Le Sommier. Les téléspectateurs ont pu s'en rendre compte. Nous avions enregistré vendredi matin, comme cette semaine, et par conséquent, nous n'avons pas pu évoquer, bien sûr, la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump et J.D. Vance à Washington. J'en étais évidemment désolée, mais on va se rattraper aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur cette séquence que beaucoup ont qualifiée d'historique ? Alors oui, c'est une séquence qui va marquer les choses. Peut-être parce que elle a permis à Trump et à son vice-président J.D. Vance de bien faire rentrer cette idée qu'ils étaient passés à autre chose, que les États-Unis allaient suivre une ligne un petit peu différente. Après, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu extraordinaire parce que, normalement, quand des présidents se rencontrent et qu'ils sont devant la presse, tout le monde se congratule, on dit des choses banales, quitte par ailleurs à se crêper le chignon quand on est entre quatre murs et quand la presse n'est pas là. Bien. Et là, ce qui se passe, c'est que on a Zelensky qui arrive dans la réunion, qui cherche à faire changer d'attitude Donald Trump, ce qui est une erreur. D'abord parce que on ne fait pas ça en public. On peut tout à fait le contredire, si vous voulez. Ça ne me pose pas de problème. Mais on ne le fait pas en public, d'autant plus quand on est face à Donald Trump, qui, outre le fait qu'il soit président des États-Unis, a un certain ego, et même un ego certain, ce qui, je pense, ne vous a pas échappé. Bon, il est très clair que ce n'était pas l'endroit. Et on voit très bien, quand on regarde la totalité de la vidéo, parce que c'est une séquence, il faut rappeler, elle fait 46 minutes. Absolument. On insiste toujours sur les 7 à 8 dernières minutes. Absolument. Mais elle commence très bien. En fait, le président ukrainien, le président américain et son vice-président, bon, ils discutent calmement, etc. Parce que beaucoup ont considéré que c'était un traquenard tendu par Donald Trump. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que si c'était un traquenard, il aurait attaqué d'emblée. Et c'est lui qui aurait porté le... Mais si je peux me permettre, quand Zelensky arrive et qu'il lui dit « tu t'es habillé aujourd'hui pour l'occasion ». Alors, il a fait ça, normalement c'était hors caméra, c'est quand Zelensky sort de sa voiture. Bon, on sait que les Américains sont assez pointilleux là-dessus. Bon, en particulier sur les choses qui se passent dans le bureau ovale, enfin, bon, d'accord. Après, c'est pas Trump qui remet la question sur le tapis. Pas lui, c'est un journaliste qui, visiblement, s'étonne que Zelensky... Et normalement, si vous voulez, Zelensky avait parfaitement la possibilité là de s'expliquer.
Et dire, voilà, mon pays est en guerre. La première chose que je souhaite, c'est d'être en mesure de remettre un costume. Et j'espère qu'avec l'aide du président Trump, nous arriverons effectivement à conclure une paix, etc. Et là, il passait un beau coup de brosse à Trump. Ça fait toujours plaisir. Bon. Non, il se cabre à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit côté de la part de Donald Trump de démonter un peu ce côté produit marketing de Zelensky qui s'est mis en scène depuis le début de la guerre, quand même loin du front à chaque fois, même s'il est allé voir les soldats, en kaki, en tenue de... comme d'ailleurs Emmanuel Macron a pu le faire par le passé, dans d'autres circonstances. Est-ce que ce n'était pas un peu ça que Donald Trump voulait aller chatouiller ? Alors... c'est pas lui, je le répète, c'est pas lui qui pose la question. Lui, il n'en parle à Zelensky que quand Zelensky arrive sur le perron de la Maison-Blanche, très clairement. Bon, après que Donald Trump, qui est un homme de télévision, faut pas l'oublier, il a eu son show télévisé pendant pratiquement 20 ans. Bon. Il le dit d'ailleurs à la fin de l'entretien avec Zelensky, il dit ça va faire une super séquence pour la télé. Tout à fait, bon. Donc, qu'il ait voulu, d'une certaine manière, mettre son interlocuteur en position d'infériorité, mais c'est une vieille habitude dans toutes les relations internationales, si vous voulez. Vous savez qu'il y avait même, je crois que c'était le roi de Prusse qui avait fait construire des fauteuils pour ses invités qui étaient légèrement inclinés. Donc les invités glissaient sur le fauteuil, ils étaient toujours obligés de se rattraper, et ce qui les mettait dans une situation de gêne face au roi. Bon, c'est quelque chose qui fait partie de la tactique des relations internationales. Il y a ceux qui mettent des talonnettes aussi. Voilà, bon. C'est quelque chose de tout à fait habituel. Alors, un autre point sur lequel Zelensky n'a pas été professionnel, c'est que quand on va dans ce type de réunion, quand on sait qu'on aura face à soi un interlocuteur qui n'est pas nécessairement acquis à votre cause, bon, qui peut vous poser des problèmes. Bien. La première chose que l'on fait, c'est qu'on prend un traducteur. Pourquoi ? Parce que le fait de la traduction, ça introduit un délai avant votre réponse. Donc vous avez le temps de réfléchir à votre réponse. Vous ne répondez pas, je dirais, sous la pression de l'immédiateté. Vous avez le temps de prendre un petit peu de recul. Bon. J'avoue que c'est quelque chose, quand j'ai été envoyé dans des réunions officielles, que j'ai pratiqué assez systématiquement. Si vous voulez, alors j'ai aucun problème en anglais, mais je demandais un traducteur, justement. C'est un confort supplémentaire. C'était pour un confort. Et puis pour une autre chose, c'est aussi pour marquer, je dirais, la présence du français. Donc je faisais exprès, en réunion officielle, de m'exprimer en français. Bon, c'était dans le cadre de l'OTAN. Et donc voilà, ça ce sont des règles minimales. Et on a eu le sentiment aussi que Zelensky ne maîtrisait pas totalement le français. L'anglais. Oui, par ailleurs, il n'est visiblement pas très bon en anglais. Spontanément, il repasse au russe. Ça, c'est un point intéressant. Et d'ailleurs, quand on l'entend parler en ukrainien, son ukrainien est laborieux. Si vous voulez, son russe est bien meilleur. Son russe est complètement fluide. Là, il n'y a aucun problème. Et une dernière chose, bon, il a, je dirais, cet argument avec J.D. Vance, et il laisse échapper, et on l'entend d'ailleurs dans la vidéo, une insulte grave en russe. Alors, qu'il ne soit pas capable de se retenir, c'est énorme. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'a frappé, c'est que... Donc ça, c'est pas une fake news, il a véritablement lancé Souka. une insulte. Souka, fils de pute. Ok. Au vice-président des États-Unis. Au vice-président. Alors, il le dit bas, mais il le dit, on l'entend. Si on en parle aujourd'hui, c'est que c'était voilà. pas si bas. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où l'ambassadrice d'Ukraine à Washington prend sa tête dans ses mains. Bah, il y a de quoi. Tout à fait, bah oui, elle est effondrée par ce qui se passe. Alors, si vous voulez, si ça s'était passé au début de la guerre, hein, on aurait dit, voilà, Zelensky n'a pas l'habitude des réunions internationales, etc. Quand même, là, ça fait 3 ans que Zelensky va dans des réunions internationales à très haut niveau. Et ce que je ne comprends pas, c'est que personne ne lui ait expliqué les règles. Même chose, par exemple, cette réunion,
on sait que Trump n'en voulait pas parce que Zelensky traînait pour signer l'accord. Et la position de Trump, c'était ou tu signes et tu viens, ou tu restes chez toi. Bon. C'est Emmanuel Macron qui, visiblement, c'est ce qu'a dit la presse. A fait, disons, un gros lobbying auprès de Trump et auprès de Zelensky. Il dit, voilà, bon, il faut absolument que vous vous rencontriez, c'est important. Bon, ce qui peut se comprendre, d'ailleurs, là, il n'y a rien à dire. Mais, ayant fait ce lobbying, la première chose que Macron devait faire, c'était de dire à Zelensky, attends, tu vas en milieu assez hostile, donc, qu'est-ce que tu veux ? Tu ne les feras pas changer. Tu peux par contre peut-être essayer d'obtenir 2-3 choses. Donc, ce n'est pas une discussion où tu feras changer tes interlocuteurs. Mais il n'a pas de conseiller, Volodymyr Zelensky ? Alors, on sait qu'il en a 2 ou 3, mais c'est plutôt des conseillers sur la situation militaire et politique en Ukraine. On ne connaît pas, si vous voulez, il n'y a pas de nom qui émerge en termes de conseiller international. Et par ailleurs, si vous voulez, c'est même pas un conseiller, c'est n'importe qui, si vous voulez, dans un ministère des Affaires étrangères ukrainien, aurait pu lui dire, Monsieur le Président, voilà quelles sont les règles minimales à respecter. Donc ça, c'est autre chose, mais ça aussi, je précise, on est dans une logique où désormais, la diplomatie, elle a été transférée des professionnels aux amateurs. Si vous voulez, traditionnellement, bah oui, la diplomatie, ce sont des appareils, ce sont les appareils des affaires étrangères. C'est le rôle des ministres des affaires étrangères. Regardez en Russie. C'est Lavrov qui gère ça, avec son style d'ailleurs assez particulier, assez inimitable. Bon. Mais là, on a aujourd'hui des gens qui sont sur la question des amateurs, c'est pas un reproche, hein, ils sont pas ministres des Affaires étrangères, mais ils n'ont pas fait leur carrière dans cet appareil, qui gèrent les relations internationales en dehors de toutes les règles. Et évidemment, à partir de ce moment-là, un dérapage est toujours possible. Alors, c'est vrai pour Zelensky, c'est aussi vrai pour Trump. Parce que normalement, dans ce type de réunion, on la prépare avant au niveau des ministres. D'ailleurs, je précise une chose. L'accord, Zelensky, constitutionnellement, ne peut pas le signer. Puisqu'il n'est plus président. Non, pas pour ça. Parce que le président ne peut signer, il ne peut que contre-signer ce qu'a signé un de ses ministres. C'est comme en France. Le président est irresponsable. Donc, comme il s'agissait d'un accord et pas d'un traité, le point est extrêmement important, c'était le ministre des Affaires étrangères, ou le ministre de l'économie, ou le cas échéant l'ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis, enfin, l'ambassadrice, qui légalement pouvait le signer. Et vous savez, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, chaque fois qu'il y a des signatures d'accords, par exemple pour des ventes d'armes entre la France et l'Inde, etc., on voit les deux présidents qui sont derrière les gens qui signent réellement. Absolument. Et qui sont les ministres. Donc il y a ça aussi, si vous voulez, que ceci n'ait pas été respecté, ça prouve une extraordinaire légèreté dans l'organisation, que ce soit du côté ukrainien ou que ce soit du côté américain. Est-ce que, vous tout à l'heure, vous disiez, bon, si je dois résumer un petit peu de façon caricaturale vos propos, quelque part, Volodymyr Zelensky devait y aller un peu en position basse. Oui. Est-ce que ces 3 années de guerre ouverte, où de très nombreuses voix se sont élevées pour expliquer que la Russie était en perdition, que la Russie pouvait perdre, que si on était réunis, l'Ukraine pouvait ressortir victorieuse de ce conflit. Tout ça n'a pas contribué un petit peu à donner une vision fallacieuse des réalités à Volodymyr Zelensky ? Alors ça, je n'y crois pas. Enfin, plus précisément, je pense que Volodymyr Zelensky est parfaitement informé de la situation militaire. Et il sait très bien que cette situation militaire n'est pas à son avantage, n'est pas à l'avantage de l'Ukraine depuis au moins 18 mois, pratiquement 2 ans. Bon, donc ça, il le sait, c'est pas, la question n'est pas là. Alors, par ailleurs, qu'il y ait toujours ce discours, oui, l'Ukraine va gagner, oui, l'Ukraine va récupérer les territoires, l'Ukraine pourrait même récupérer la Crimée, bon, etc. Bon, c'est de la propagande, c'est assez normal qu'il y ait de la propagande, il y en a des deux côtés, mais
on n'y croit pas, si vous voulez. Quand on est un dirigeant, on sait faire la distinction entre le discours propagandiste, que l'on peut tenir d'ailleurs, ne serait-ce que pour le moral de ses troupes, et puis la réalité. Donc ça, si vous voulez, je pense pas que ce soit le problème. Ce qui est par contre un véritable problème, c'est que Zelensky a été, d'une certaine manière, entouré par les dirigeants européens, qui ont commencé à lui dire « mais tu es le Churchill moderne », bon, etc., et que ça lui est peut-être un petit peu monté à la tête. Or, là, il n'était plus avec les Européens, il était avec un président américain qui avait dit, c'est pas une nouvelle, si vous voulez, c'est pas là où on a compris que Trump était décidé à obtenir une paix rapidement. Il l'a dit pendant sa campagne pour l'élection aux États-Unis. Il l'a répété depuis qu'il a été élu. Donc depuis novembre, il le dit de manière répétée. Donc, Zelensky sait qu'il ne sera pas dans une situation facile, qu'il sera face à quelqu'un qui veut obtenir de lui toute une série de choses. Quelqu'un qui l'a traité de dictateur aussi ? Qui l'a traité de dictateur, même si après... Alors, Zelensky a eu l'intelligence, il faut le dire, de dire « oui, bon, d'accord, j'accepte cela, bon, ok ». Mais il est en situation délicate, et surtout, il sait que ce n'est pas une discussion en public qui fera changer le président et le vice-président des États-Unis. Donc, à partir de ce moment-là, on joue les règles du jeu. On commence par remercier beaucoup ses hôtes, on dit oui, grâce à... Et ce qui est vrai d'ailleurs, sans l'aide des États-Unis, l'armée ukrainienne n'existerait plus. Bon, sans l'aide des États-Unis, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de guerre. Par ailleurs, en tout cas, elle n'aurait pas duré. On aurait eu l'accord au bout des 6 semaines, le fameux accord d'Istanbul. Bon, d'accord. Bon, et on tient ce genre de choses. Donc, moi, ce qui vraiment me pose question, c'est qu'est-ce que cherchait Zelensky ? Il savait qu'il ne ferait pas bouger Trump. Bon, Trump, il a ce rapport assez particulier à la réalité et à la vérité des choses. Mais on le sait, on sait qu'il est comme ça. Ça ne sert à rien en public de lui dire « non, monsieur le président, vous avez tort ». La seule chose qu'on obtient, c'est qu'il se braque encore plus. Donc on ne le fait pas. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un non-respect des règles, mais vraiment des règles de base qu'il y a dans toute réunion internationale, qui, moi, m'effraie un petit peu, parce que soit ça veut dire que Zelensky avait d'emblée pris la décision, bon, tant pis, je vais au clash avec le dirigeant américain, mais ça me semble très peu probable, soit il est dans l'illusion, mais comme tout le monde s'incline devant moi, je vais l'amener à s'incliner devant moi. Et ça, c'est une folie. Si vous voulez, là, très clairement, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Donc, il y a un vrai problème. Et, alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand Trump et Vance ont compris que Zelensky réagissait comme ça, alors là, ils ont pu effectivement dérouler tout leur discours et l'humilier, mais j'ai dit que cette humiliation n'est pas le but recherché initial. Mais à partir du moment où Zelensky se comporte comme il s'est comporté, alors les autres ne vont pas se gêner et ils vont utiliser tous leurs moyens, tous leurs instruments pour l'humilier encore plus. Bon. Donc, au final, qu'est-ce qu'il y a ? La situation de l'Ukraine est pire à la sortie de cette réunion qu'elle ne l'était à l'entrée. C'est ça l'important. Oui, bien sûr, Zelensky peut dire « mais moi, j'ai défendu les intérêts de mon pays ». Non, tu as défendu l'image que tu donnes au public. C'est pas la même chose. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un universitaire important, enfin, il dirige en fait le centre de recherche sur les relations internationales en Chine, c'est sa réaction. Il dit la position de Zelensky est dramatique pour l'Ukraine, mais elle n'est pas nécessairement mauvaise pour le personnage qu'il s'est construit. Le seul problème, c'est qu'il sacrifie son pays à son personnage. Oui. Donc voilà, c'est ça ce que l'on peut dire. Alors maintenant, évidemment, il va tenter malgré tout de remonter le courant.
ça risque d'être difficile. La suite, on s'y attendait évidemment. 4 jours après cette rencontre, Donald Trump a annoncé la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine. Quelles conséquences cette suspension a-t-elle déjà et peut-elle avoir dans la durée sur la guerre ? Alors, il y a eu 3 choses. D'abord, il y a eu la suspension de l'aide à la reconstruction de l'Ukraine, premier temps. Deuxièmement, il y a eu la suspension de l'aide militaire. Et puis, il y a eu hier l'annonce que les États-Unis arrêtaient le transfert de renseignements. Grosso modo, les États-Unis, à travers leurs infrastructures de l'OTAN, ont mis en place un système qui leur permet de communiquer à l'état-major ukrainien et à la présidence ukrainienne la totalité des renseignements, qu'il s'agisse des renseignements satellitaires, des renseignements photos, des renseignements électroniques. Et donc, c'est ce qui permet à l'Ukraine de disposer de l'équivalent d'une vision à 400, 500, voire plus kilomètres à l'intérieur de la Russie, qui n'est pas la sienne, qui est celle que nous fournissent les Américains. Les États-Unis ont fait 2 choses. D'abord, ils ont coupé le partage de ces renseignements avec les Britanniques. Ce qui était déjà une manière de dire, bon, on met les Britanniques hors jeu parce qu'on sait que les Britanniques sont très conciliants avec les Ukrainiens, enfin, ils leur passent plein de choses, donc on va... Et puis après, ils ont coupé le lien avec les Ukrainiens. Là, si vous voulez, le problème qui est posé, il est clair. L'Ukraine ne pourra plus avoir cette capacité, je dirais, de lire par-dessus l'épaule des Russes tous les déploiements militaires qu'ils font. Elle n'a plus cette profondeur par rapport aux attaques par drone et par missile des Russes. Et c'est tout à fait différent, si vous voulez. Une chose est d'avoir un horizon de 500 à 600 km. Alors, pour un missile qui arrive à 1100, 1200 km/h, ça vous donne à peu près une demi-heure pour réagir. Si vous avez un horizon de l'ordre de 150 à 200 km, c'est 3 fois moins. Bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est un vrai problème. Finalement, ça agit aussi un peu comme un révélateur, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les États-Unis sont très engagés aux côtés de l'Ukraine depuis le début dans cette guerre, et qu'effectivement, on est quand même très très proche de la co-belligérance. Ah ben tout à fait, mais ça, tout le monde le sait. Si vous voulez... tout le monde le sait, mais tout le monde refuse de le dire. Oui, on ne veut pas le dire, on veut maintenir cette fiction, c'est la vaillance du soldat ukrainien qui permet aux lignes de tenir, même si aujourd'hui ils sont obligés de reculer, etc., etc. Mais la réalité, c'est que il y a du transfert d'armes, alors majoritairement américain, un petit peu européenne, et il y a un transfert de renseignements, si vous voulez, ce qu'on appelle dans le langage militaire, bon, c'est de l'américain, le C3I. C'est le commandement, le contrôle, les communications, et le I, c'est pour intelligence, renseignement. Bon. Donc, ce C3I, il est absolument décisif pour permettre à l'armée ukrainienne de se battre correctement, si vous voulez, dans la situation actuelle. Ce C3I, les Américains ont commencé à le fournir à l'Ukraine peut-être 2 mois et demi après le début de la guerre. Et depuis, ça a été extrêmement important. D'ailleurs, tous les militaires avec lesquels je peux parler insistent tous sur la présence, mais si vous voulez, massive, extrêmement importante de militaires américains dans le commandement ukrainien. Si cela est retiré aux Ukrainiens, là, effectivement, ils vont être face à des difficultés et qui iront en croissante. C'est pas tellement dans l'immédiat la question du stock d'armes, parce que des armes et des munitions, ils en ont pour 2 et 4 mois. 2 mois à l'utilisation normale. S'ils commencent à se rationner beaucoup, ils peuvent encore tenir 4 mois. Qu'est-ce que ça fait 4 mois ? Ça nous amène au mois de juin. Et rappelez-vous, je l'avais dit ici. J'avais dit, je pense qu'on obtiendra un accord. Je ne pense pas que cet accord arrivera immédiatement. Tout le discours de Trump, oui, 24 heures, etc., voilà, etc. Bon, c'était un peu rapide. Mais normalement, on devrait aboutir à un accord au mois de juin.
Eh bien, c'est très exactement ce que Trump est en train de faire. Il a pris, si vous voulez, la mesure des réticences des uns et des autres, des difficultés techniques. Il dit, voilà, je fais en sorte que les Ukrainiens ne puissent plus se battre au-delà du mois de juin. Mais ne puissent plus du tout se battre, parce que là, ils seront à sec. Bien sûr. Bon. Et donc, vous avez, messieurs, ces 4 mois pour arriver à une solution négociée. C'est une On a le tactique de sentiment négociation. que, outre la rencontre à la Maison-Blanche, cette décision de suspendre l'aide militaire à l'Ukraine a très bien fonctionné dans l'esprit de Zelensky, qu'il a compris ce qu'attendait Trump de lui, j'allais dire. On va l'écouter tout de suite. L'Ukraine sera toujours reconnaissante envers l'Amérique pour tout le soutien qu'elle a apporté et continue de lui apporter, ce qui contribue à préserver aujourd'hui les bases de sécurité déjà assez fragiles de l'Europe. Il ne s'agit pas seulement de notre pays, cela concerne tout le monde en Europe. Nous voulons une coopération constructive, nous voulons des partenaires. Nous ne pouvons que regretter ce qui s'est passé à la Maison-Blanche. Nous devons trouver la force d'aller de l'avant, de nous respecter les uns les autres, comme nous respectons toujours l'Amérique, l'Europe et nos partenaires, et tout faire ensemble pour nous rapprocher de la paix. Je remercie tous ceux qui soutiennent l'Ukraine dans cette démarche. L'Ukraine et l'Amérique méritent un dialogue respectueux et une position claire l'un envers l'autre, surtout lorsqu'il s'agit de protéger des vies pendant une guerre à grande échelle. Bon, là, on a compris, le message a bien été entendu. Il remercie à plusieurs reprises les États-Unis et les Américains. Il rentre dans le rang, quoi. Pas tout à fait, puisqu'il a fait une autre déclaration qui est un petit peu postérieure à celle-là, où il dit que l'Ukraine n'a pas l'intention de négocier sans garantie de sécurité. Et on revient toujours, en fait, à ce qui a déclenché l'incident à la Maison-Blanche. Zelensky veut des engagements formels des États-Unis. Trump ne veut pas donner d'engagement formel. Il faut le savoir, c'est une position. Et d'ailleurs, c'est une position qui, à mon avis, va au-delà de l'Ukraine. Hein. C'est un principe général chez lui. Ce qu'il proposait à Zelensky, c'était une garantie informelle par la présence, si l'accord avait été signé entre les États-Unis et l'Ukraine, ça impliquait la présence d'entreprises américaines en Ukraine, et on pouvait penser que c'était, en tous les cas, une forme de geste par rapport aux Russes pour leur dire si vous commencez à trop casser les choses en Ukraine, vous pourriez toucher des Américains. Donc faites attention. Bon. Mais Zelensky, il n'en démord pas. Il veut toujours cette garantie formelle. Il ne l'obtiendra pas. Si vous voulez, s'il a l'illusion qu'avec l'aide des Européens, il pourrait malgré tout faire changer les Américains là-dessus, c'est à mon avis une décision qui a été prise bien en amont et qui va très au-delà de l'Ukraine. Bon. Donc ça, il ne l'obtiendra pas. Et la seule chose qu'il obtiendra à maintenir sa position, c'est de rendre Trump et Vance encore plus agressifs vis-à-vis de lui. Ajoutons à cela qu'il a quand même commis des erreurs, mais antérieures. En particulier, alors, il y a le vieux problème qui date de 2020, pendant la campagne de 2020. Bien sûr. Bon, où il a refusé de transférer à Trump les dossiers qu'il détenait sur le comportement du fils de Biden, de Hunter Biden en Ukraine. Bon, ça c'est un premier. Mais surtout, il a fait une erreur qui est incompréhensible en matière de relations internationales. Il est allé dans un meeting électoral de Biden et de Kamala Harris. La première chose que l'on fait quand on est à la fois aussi dépendant et dans la situation de fragilité d'un président ukrainien en guerre, c'est de dire, moi de toutes les manières, je négocierai avec quel que soit le locataire de la Maison-Blanche. Et de dire, bon, il peut après, de manière informelle, dire je préférerais que ce soit vous que l'autre, bon, etc. Mais voilà. En même temps, est-ce que c'était pas un peu Zelensky, est-ce que c'est pas la créature des néoconservateurs démocrates? C'était bien logique qu'il aille faire campagne pour les démocrates.
mais il a pris un risque inconsidéré par rapport à l'avenir de l'Ukraine. Une chose est de dire, bon d'accord, ce sont les néoconservateurs démocrates qui m'ont mis en... Mais après, il est quand même le président de l'Ukraine, il est capable de faire un petit peu d'analyse. Alors, s'il a cru que parce qu'il y avait eu le changement, parce que Biden s'était retiré et avait promu Kamala Harris, ça allait assurer à Kamala Harris une élection à 90% de probabilité, mais c'est un enfant. Si vous voulez, la première réaction, c'est de dire, oula, on ne sait pas comment ça va tourner. On peut espérer que ça tourne... Voilà, absolument. C'est la première chose qu'il convient de faire. Alors évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, Zelensky espère aussi beaucoup compter sur l'appui européen. Sur cet appui européen, il peut surtout compter sur Emmanuel Macron avec qui il a une relation parfois privilégiée. Je vous propose qu'on écoute tout de suite le discours d'Emmanuel Macron. Nous devons continuer d'aider les Ukrainiens à résister, jusqu'à ce qu'ils puissent négocier avec la Russie une paix solide pour eux-mêmes et pour nous tous. C'est pour cela que le chemin qui mène à la paix ne peut pas passer par l'abandon de l'Ukraine. Bien au contraire. La paix ne peut pas être conclue à n'importe quel prix et sous le diktat russe. La paix ne peut pas être la capitulation de l'Ukraine. Elle ne peut pas être son effondrement. Elle ne peut pas davantage se traduire par un cessez-le-feu qui serait trop fragile. Je vais dire quelque chose d'un peu brutal, mais est-ce que Donald Trump en a quelque chose à faire de ce que vient de dire là Emmanuel Macron ? Non. Clairement non. Clairement non. Alors après, Emmanuel Macron pourrait peut-être peser s'il acceptait de rentrer dans la logique de Trump et de lui dire « Bon, vous voulez une paix rapide, d'accord. Il est clair que si on veut une paix rapide, il faudra accepter une partie des demandes des Russes. Bien sûr. D'accord. Mais néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas aboutir et peut-être négocier entre un certain nombre de pays européens, membres de l'OTAN, et vous, des formes de garantie ou de réassurance. Par exemple, l'idée aurait été une garantie américaine donnée non pas à l'Ukraine, mais à la France et à l'Angleterre, qui, eux, donnaient une garantie directe à l'Ukraine. C'est un petit peu comme dans le système financier, vous avez vos assurances qui, elles-mêmes, prennent une assurance auprès d'une compagnie de réassurance. Bien sûr. C'était un petit peu ce type de démarche qu'il fallait mettre en avant. Mais le véritable problème, c'est qu'à ce moment-là, on ne le dit pas sur un plateau de télévision, on le négocie en secret. Alors, on peut aller à Washington, mais on peut et c'est le plus efficace, envoyer des émissaires qui vont eux-mêmes rencontrer des émissaires. Et si on aboutit à un accord, là, effectivement, on se réunit, on dit, voilà, le cadre de l'accord. Bien. Je remarque aussi qu'Emmanuel Macron est dans une contradiction totale. Il dit vouloir une paix juste, bon, mais une paix juste, ça veut dire un accord avec les Russes, et il dit dans le même temps qu'il n'a aucune confiance en Vladimir Poutine et que Vladimir Poutine aurait trahi tous ses engagements. S'il croit la deuxième chose, la seule paix possible, c'est par l'écrasement complet de la Russie et le départ de Vladimir Poutine du pouvoir. Il faut être logique. Bon, ça c'est du délire. Bon. Donc pourquoi est-ce qu'il dit cette deuxième chose si ce qu'il veut, c'est la première chose? Donc vous voyez, il y a là une contradiction évidente dans le discours d'Emmanuel Macron. Outre le fait qu'il a pris des libertés assez grandes avec les chiffres qu'il a donnés, je signale par exemple, pour vos téléspectateurs, que le budget de la Russie ne consacre pas 40% des dépenses aux dépenses militaires. Quand on prend le budget consolidé, parce que la Russie est un pays fédéral, donc il y a le budget fédéral, il n'y a pratiquement pas de dépenses d'enseignement dans le budget fédéral. Bon, oui. Puisqu'elles sont de la charge donc des fédérés, des oblasts et des kraïs. Bien. Même si c'est une éducation nationale qui est nationale, hein, enfin, si vous voulez. Bon, donc c'est le budget consolidé qu'il faut prendre, c'est celui qui est comparable à la France, c'est 17%.
C'est 17%. Oui, mais ça est-ce que ça n'entre pas dans le fait que les dirigeants européens veulent absolument que la Russie soit effondrée sur le plan économique et qu'elle soit en économie de guerre, ce qui n'est pas vraiment le cas? Alors, effondrée, elle ne l'est pas. Il n'y a aucun risque qu'elle s'effondre dans les mois et dans les années qui viennent. Elle n'est pas en économie de guerre, parce que l'économie de guerre, ça a une définition très précise. Hein, c'est, vous commencez à transformer vos industries civiles en industries militaires. Et ça n'a pas été fait du tout en Russie? Non. Non. Alors, il y a les industries militaires qui, évidemment, tournent beaucoup plus qu'avant-guerre, oui. Elles tournaient, grosso modo, à 20% de leur potentiel. Elles sont maintenant pratiquement à 90% du potentiel. Bon, d'accord. Mais il y a les industries civiles qui, elles-mêmes, sont très, très, très hauts en termes de potentiel. Et d'ailleurs, on le voit. La production civile ne faiblit pas face à la production militaire. Donc, ça, on le sait très bien, la Russie n'est pas en économie de guerre, ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas en guerre. Il faut faire attention. Le niveau des dépenses militaires en Russie, il est à peu près le niveau qu'avaient les dépenses militaires aux États-Unis dans les années 60 quand ils s'engagent dans la guerre du Vietnam. Donc, oui, la Russie est en guerre, en réalité, mais elle mène une guerre extérieure, une guerre qui s'apparente à une guerre menée dans le tiers-monde, sauf que là, c'est mené à sa porte, bien, mais pas plus. Donc, tout ce genre de raisonnement est un raisonnement à la fois faux et illusoire. Le véritable problème, c'est comment est-ce que ça peut être entendu des Russes? Parce que on fait comme si les Russes n'existaient pas. Mais les Russes, ils entendent ce que nous disons. Et donc, une chose, ils entendent d'un côté le président qui dit « Je veux un accord clair, je veux pas un cessez-le-feu qui pourrait être violé. » Bon, ça, à la limite, les Russes peuvent parfaitement l'entendre et ils sont d'accord. Oui, nous aussi, on... Enfin ça, si je peux me permettre de vous interrompre, quand Emmanuel Macron est reparti de Washington, alors qu'il avait dit qu'il ne voulait pas de cessez-le-feu, il a parlé de trêve. Oui. Bon, c'est ce que je disais la semaine dernière, trêve, cessez-le-feu, c'est pareil. Donc en réalité, il change d'avis aussi comme de chemise. Alors, on peut penser que là, il a fait l'erreur de se dire on pourrait peut-être adopter la méthode qui ne marche pas d'ailleurs du Moyen-Orient, de la guerre de Gaza. On fait une trêve et puis, dans le cadre de cette trêve, on négocie... Les exigences humanitaires ne sont pas du tout les mêmes. Bien sûr, bien sûr. Bon, ok, ça c'est un autre problème. Mais bon, il dit, je veux une paix solide. Alors, les Russes peuvent dire, oui, d'accord, mais voilà notre conception d'une paix solide. Et puis après, on discute là-dessus. Mais après, il dit, mais je n'ai aucune confiance dans le dirigeant russe. Bah, donc les Russes disent, bah, donc tu veux pas négocier. Et ça, si vous voulez, c'est tout le problème. Le drame, c'est qu'on ne sait jamais quand Emmanuel Macron parle, s'il s'adresse aux Français ou s'il s'adresse à l'opinion internationale et aux Russes. Bien. Or, un président, il doit parler essentiellement à l'étranger. Bien sûr. Donc, ça n'a pas de sens. Mais en fait, c'est un problème qui date depuis le début. Par exemple, quand Emmanuel Macron révèle la teneur de ses entretiens avec Vladimir Poutine, c'est une faute diplomatique majeure. Il le fait pour se mettre en scène par rapport aux électeurs français. On est, je le rappelle, dans la campagne électorale de 2022. Bien sûr. Bien. Mais est-ce qu'il a pensé un instant aux répercussions de son action dans l'esprit des Russes? Parce qu'aujourd'hui... Rupture de confiance définitive. Ah bah tout à fait, il n'y a plus aucune confiance. Donc c'est ça le problème aussi, c'est qu'on a un président qui tient un discours qui est contradictoire, qui dit une chose puis qui dit après, mais pratiquement dans la même phrase, une chose qui contredit... Bah c'est le en même temps. Alors c'est plus que dur, excusez-moi, parce que le en même temps veut dire oui, mais un côté, de l'autre. Il y a une manière de pratiquer le en même temps qui est une manière de dire je comprends les intérêts des deux parties. Oui. Alors je pense qu'il faut arriver à un accord, mais je comprends que les deux parties aient des intérêts. C'est ça le véritable en même temps. Bon. Non, ça c'est autre chose. C'est je dis une chose et dans la foulée, je dis une autre chose qui est complètement contradictoire. Excusez-moi, c'est... psychologiquement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et en plus, je dis une chose
en direction des Russes, et dans le même discours, je dis quelque chose qui est à usage des Français ou des Européens, mais que les Russes entendront quand même, bien sûr. Puisque c'est dans le même discours. Là, vraiment, il y a un problème, et je répète ce que je dis, et je le dis depuis maintenant pas mal de temps, il y a une incompréhension des règles de base de la diplomatie qui est un des problèmes majeurs avec notre président. Alors, cette espèce de en même temps, cet oxymore, j'allais dire, diplomatique, il est aussi pratiqué par Volodymyr Zelensky, qui, in fine, se réaligne sur Washington en expliquant qu'il les remercie, qu'il est d'accord pour négocier, qu'il est d'accord pour signer un accord, etc., etc. Mais dans le même temps, il remercie l'Europe de ne pas le lâcher, de continuer à l'aider, à aider cette guerre en Ukraine, à aider les troupes ukrainiennes. On a l'impression aussi que c'est très compliqué aussi pour lui de mener une ligne vraiment cohérente. Et tout cela, parce que en réalité, c'est la position révolutionnaire depuis l'arrivée de Donald Trump qui chamboule les relations internationales. Pas seulement. Oui, vous avez raison, c'est effectivement... Bon, il y a la position de Donald Trump annoncée, si vous voulez. Il ne nous a pas pris par surprise quand il est devenu effectivement le président le 20 janvier, quand il a pris ses fonctions. Il avait annoncé tout ce qu'il fait depuis novembre, et parfois même depuis avant novembre. C'était dans son discours de campagne. Ben oui, on a un homme politique qui, une fois élu, va appliquer une partie des choses sur lesquelles il s'est fait élire. Ouais, je comprends. Je comprends que ça puisse surprendre en France, où c'est pas exactement la pratique française, mais bon, voilà. Mais il y a une autre chose qui est importante pour Zelensky. C'est que, oui, il est le président en Ukraine, mais il doit faire face en Ukraine à des factions dont les positions sont très différentes, et en particulier à une faction ultranationaliste qui ne veut pas entendre parler de paix. Mais qu'est-ce qu'ils attendent, ces gens? Parce que concrètement, ils savent bien que l'Ukraine ne va pas gagner. Mais vous êtes face à des gens, il suffit d'ailleurs de lire la presse ukrainienne, de gens qui sont dans une logique absolument suicidaire, qui consiste à dire, oui, nous allons peut-être perdre, mais nous allons perdre, entre guillemets, avec les honneurs, et donc le souvenir de notre lutte restera et irriguera la pensée ukrainienne et nous permettra, dans 20 ans, dans 30 ans, de reprendre le combat. Excusez-moi, mais c'est exactement le discours que tient le Hamas. Quand le Hamas dit « oui, peut-être qu'il va falloir faire massacrer 1, 2, 3 générations, mais à la fin des fins... on triomphera. On triomphera », mais c'est exactement le même type de discours. Donc, il faut savoir qu'on a ce type de fanatique en Ukraine et que ça pose un problème de sécurité personnelle pour Zelensky. Donc, et c'est ça que je ne comprends pas, si vous voulez, pourquoi Zelensky n'utilise-t-il pas cet argument, qui est un argument réel, dans sa relation avec Trump? Il aurait très bien pu dire avec Trump, « Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous, mais en Ukraine, il y a des gens qui ne veulent pas entendre cela. Pouvez-vous m'aider à leur faire entendre raison, parce que vous comprenez bien que si moi je signe cet accord et si je disparais dans les jours qui viennent, tout ce travail de négociation auquel vous avez accordé tant de temps, etc., n'aura servi à rien. Donc ça, c'était un argument que Zelensky aurait pu avancer s'il voulait avancer un argument devant Trump. Oui, sauf que personne ne veut reconnaître le côté extrémiste d'une partie de cet entourage. Ah, ça c'est vrai, Une partie d'ailleurs qui a été largement financée par des officines, notamment américaines, comme l'USAID. Tout à fait. Et le problème, c'est que depuis 3 ans, une partie de la presse européenne, et une partie de la presse américaine, s'est complètement aveuglée sur la réalité. Alors on sait très bien, ce sont les néo-nazis d'Azov qui au début étaient un bataillon, qui aujourd'hui c'est plusieurs régiments, il y a Kraken, etc. Je ne dis pas que ça représente la totalité de l'armée ukrainienne, c'est pas vrai. Bien sûr que non. Bon, ils représentent à peu près 15, peut-être 20%, mais ce sont les plus actifs, mais ce sont potentiellement les plus dangereux. Et le problème,
qu'il faut se poser, cette question de savoir, bon, on aura un accord de paix. Et si on aboutit à la situation de l'Allemagne après le 11 novembre 1918, le développement de corps francs, c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Développer peut-être pour les téléspectateurs le danger que ça pourrait poser. Oui, par exemple. Alors, je reprends mon analogie avec ce qui se passe. Bon, quand la nouvelle République allemande, puisque Guillaume II abdique et on passe d'un empire, d'un royaume, à une république qui deviendra la République de Weimar quelques mois après. Bien, il y a une partie de l'armée allemande qui ne l'accepte pas, qui va développer le fameux mythe du coup de couteau dans le dos. Puis après, on va dire que ce sont les Juifs qui ont donné ce coup de couteau dans le dos de l'armée allemande. Bon, mais ce qui est complètement ahistorique et qui est complètement contraire à la vérité. La vérité, c'est que l'armée allemande était en train de se déliter et que ce sont les militaires de l'état-major qui ont poussé Guillaume II dehors, c'est pas les dirigeants politiques, et qui ont décidé de remettre le pouvoir aux dirigeants politiques pour qu'ils fassent la paix le plus vite possible pour éviter la dissolution complète de l'armée allemande. Et ces jusqu'au-boutistes sont allés se battre face aux Russes et aussi face aux communistes dans leur pays. Bon, on connaît l'assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg. Bon, donc, et par la suite, on a une situation politique extrêmement tendue en Allemagne avec la pratique d'assassinat. Par exemple, un des premiers ministres de l'Allemagne, Rathenau, qui était d'ailleurs un homme très important pendant la guerre, c'est lui qui a organisé l'économie de guerre allemande. Il représente ce qu'on appelle le Zentrum, qu'on qualifie un peu rapidement en France de centre. C'est un petit peu différent, bon, mais bon, voilà. Il devient le chancelier. Il va négocier les accords de Rapallo et il se fait assassiner à son retour, justement. Bon. Et si je peux me permettre un parallèle, d'ailleurs, on se rappelle qu'au tout début des négociations de paix, au tout début du conflit ouvert, il y a des proches de Zelensky, enfin de l'appareil ukrainien, qui ont été assassinés parce qu'ils étaient accusés d'être trop russophiles, entre guillemets, alors qu'en réalité, c'était simplement qu'ils avaient fait avancer des accords de paix. Et donc, pour que les accords n'aboutissent pas, on les a tués. Donc, on est absolument dans ce parallèle que vous faites historique. Tout à fait. Par ailleurs, je signale, là, on voit bien que c'est la volonté des ultras de couper toutes les négociations possibles et de s'engager dans une lutte à outrance, quel qu'en soit le prix. Bien sûr. Parce qu'il y a un vieux principe en politique, et en particulier dans ce domaine-là. On sait que quelqu'un qui est à côté de toi te trahit, conserve-le à côté de toi. Parce que comme ça te permet d'avoir un canal de communication avec l'ennemi de manière encore plus sûre. Alors bien sûr, tu ne vas pas lui donner des responsabilités importantes, mais tu le conserves à côté de toi. Et il y a cette vieille maxime, c'est conserve auprès de toi le traître que tu connais, car autrement il partira dans le vaste monde et il reviendra encore plus traître qu'il ne l'est. Bon, ça c'est quelque chose qui m'a d'ailleurs été dit par des Russes ex-soviétiques comme étant une pratique classique. Courante et classique. Courante et classique. Bon, le fait que ces gens aient été exécutés, c'est, d'une certaine manière, le fait de dire aux Russes non, nous irons jusqu'au bout. Bien sûr. Très bien, vous allez jusqu'au bout. Et le jusqu'au bout, c'est quoi? C'est une situation maintenant où vous reculez sur l'ensemble du front. Bien sûr, lentement. Je ne dis pas que les Russes avancent de manière catastrophique, mais ils avancent, et ils avancent régulièrement. Et où l'armée ukrainienne, elle est à bout de souffle. Non, il faut à un moment donné négocier. Mais là encore, ça, c'est le problème. On sait très bien qu'il y a en Ukraine une fraction de l'armée et de la classe politique qui n'acceptera pas ces négociations. Donc, ça pose le problème de savoir sur quoi Zelensky peut-il compter, sur qui peut-il compter, et surtout, ça pose la question de savoir pourquoi Zelensky n'utilise-t-il pas cette situation. Cet argument pour réussir à sortir par le haut. Quitte d'ailleurs à l'amplifier, quitte à dire oui mais c'est terrible, si je rentre après avoir signé un accord, je me fais assassiner dans les 2 jours ou dans les 3 jours qui viennent, etc. Bon, et ça c'est aussi un argument de négociation. Bien sûr.
Bien sûr. Alors, si vous voulez bien, Jacques Sapir, on va mettre de côté un petit peu la situation ukrainienne en tant que telle. Vous avez écrit un long papier dans Front Populaire à la suite de la rencontre entre Zelensky et Donald Trump et vous expliquez que finalement, c'est aussi un choc pour l'Europe de se rendre compte que finalement, sa sécurité ne pourra plus être assurée par Washington. Alors bien sûr, on connaît l'existence de l'OTAN, on connaît l'engagement américain dans l'OTAN, malgré les critiques de Donald Trump. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que les États-Unis assurent la sécurité de l'Union européenne ? Alors, les Européens l'ont cru. Bien. Il y a toujours eu une ambiguïté. Et cette ambiguïté, elle avait été dite par le général de Gaulle au début des années 60. C'est-à-dire comme ça qu'il justifie la force de frappe et qu'il justifie le retrait, non pas de l'OTAN, mais du commandement intégré de l'OTAN. Bon. Que nous réintégrons avec Nicolas Sarkozy. Il dit, est-ce qu'il est crédible que les Américains sacrifient Boston parce que une ville européenne est attaquée ? Il dit, c'est pas vraiment sûr. Et donc, la seule dissuasion qui compte, c'est la dissuasion d'un pays qui serait directement impliqué. D'où le développement de la dissuasion française. Bien. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ce qui était une question posée, un peu rhétorique, mais quand même posée, est aujourd'hui un fait, parce que non seulement Trump dit, bah voilà, si vous ne payez pas le vrai prix de votre défense, nous, on cesse de vous garantir au niveau de l'OTAN, bon, et puis ce qu'il dit, alors même si ce n'est pas lui directement qui l'a dit, mais c'est son conseiller à la sécurité nationale qui le dit, les troupes américaines, alors c'est important parce que les troupes américaines, elles sont censées être le fil de déclenchement, vous savez, dans les systèmes d'alarme, vous avez des fils, vous cassez le fil, ça déclenche les systèmes d'alarme. Bon, c'est ça ce qu'elle joue, hein. Une expression américaine là-dessus, c'est de dire « tripwire ». C'est on va les retirer au niveau des pays qui étaient membres de l'OTAN en 1990. C'est-à-dire, pays qui sont membres de l'OTAN en 1990, l'Allemagne de l'Est, qui s'est réunifiée avec l'Allemagne, d'accord. Mais pas les pays de l'Est, pas les pays baltes, pas ce qu'on appelait les PECO pendant... Ah oui, ça c'est un vrai problème. Donc il est assez naturel que les pays européens se posent la question de leur sécurité. Maintenant, est-ce qu'ils ont des intérêts identiques ? Non. On peut penser que les Suédois, les Finlandais, les Baltes, peut-être les Polonais, décideront de toutes les manières, notre sécurité ne peut être assurée que par les États-Unis, et donc on accepte toutes les demandes des États-Unis à condition qu'ils garantissent notre sécurité. À l'autre extrême, on aura des pays comme la Hongrie, Slovaquie, peut-être la Roumanie, qui vont considérer que leur situation est peut-être mieux garantie par un statut de neutralité que par un statut d'affrontement avec la Russie. Et puis on a le problème de l'Europe occidentale, autrement dit, de l'ancienne CE, hein, on revient, et c'est ça qui est quand même très étonnant. On est en train de revenir à la configuration du marché commun à travers cette question. Et c'est la démonstration de ubuesque de l'élargissement. Tout à fait. Qui est en train de se défaire sous nos yeux. Et là, il faut se souvenir qu'en 1964, quand il y a eu, je dirais, les premières prises d'armes du système de dissuasion français. À l'époque, c'était essentiellement les avions. Bon, il y aura après les missiles à terre. À partir du début des années 70, il y aura les sous-marins. Mais 64, ce sont les avions. Bon. Le général de Gaulle dit, devant les militaires français, que, en réalité, dans la dissuasion nationale, l'Allemagne de l'époque, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest, et les pays du Benelux font partie de nos intérêts vitaux. Donc, il a déjà dans l'idée d'un parapluie. Voilà, d'un parapluie. Alors, non pas étendu à toute l'Europe, bien sûr. C'est étendu à un nombre réduit de pays, mais dont on peut effectivement penser que, compte tenu de l'interpénétration entre l'économie française et, par exemple, l'économie allemande, bon, oui, effectivement, nos intérêts vitaux
serait en cause. Autrement dit, sacrifier Paris parce que Bucarest, Budapest, Sofia, voire Varsovie sont attaqués, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, dire, si vous touchez à l'Allemagne, qui est notre voisin immédiat, là, nous sommes prêts à monter au niveau du feu nucléaire, ça devient déjà beaucoup plus crédible. Vous avez raison, mais néanmoins, la question que ça soulève, c'est qui est nous ? Si nous considérons qui est nous ? C'est la France. Aujourd'hui, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, c'est le président français, non, il l'a répété. Bien grand mot. Ah non, là, c'est ce qu'il a dit dans son allocution du 5 mars. Il dit que la décision restera française en dernière instance. Donc, il n'y a pas du tout d'idée de fédéralisation de l'arme nucléaire. Et d'ailleurs, même s'il pouvait en avoir envie, il sait que techniquement, ce n'est pas possible. Parce que la dissuasion nucléaire implique une unité de chaîne de commandement et une unité de chaîne d'information qui ne peut être réalisée qu'au niveau d'un pays. Enfin, soit dit en passant, quand on a un président de la République comme Emmanuel Macron, ancien banquier dans une banque américaine, quand on a des conseillers tels que Jean-Noël Barrot ou Benjamin Haddad qui viennent tous d'officines américaines aussi, on peut se demander si la question est de savoir si c'est le président français qui appuiera sur le bouton ou si tant est que... Ou même si c'est le président français est apte à défendre les intérêts français, parce que c'est ça la question. Apte à défendre, ça c'est un autre problème, mais alors d'abord je signale le passé de banquier d'Emmanuel Macron. Georges Pompidou avait un passé de banquier beaucoup plus important. On l'oublie. Hein, ou on l'oublie pas, mais... Mais bon, voilà, il faut savoir que Macron a été ce qu'on appelle un banquier d'affaires, autrement dit un entremetteur entre personnes. C'est pas vraiment un métier de banquier. Georges Pompidou, il l'a été pendant 3 ans. Georges Pompidou avait été banquier, chez Rothschild d'ailleurs, dans la même société. Et il a fait la loi de 73. Oui. Là aussi, je vous signale, cette loi de 73, c'est plus pour développer le marché financier français, parce que je vous signale que dans la loi de 73, la seule chose qui est dite, c'est que la Banque de France ne peut pas réescompter des titres publics à 0% d'intérêt. Mais à 0,1, elle peut. Donc il faut faire attention. La loi de 513 n'est pas du tout le mythe qu'on en a créé à côté. Bon, donc Pompidou, il a une véritable expérience de banquier. Donc c'est pas ça. Le vrai problème, c'est effectivement, est-ce que notre président maîtrise les composantes techniques du système de dissuasion ? Je pense que oui. D'après ce que j'ai entendu, il y a là visiblement cette idée que oui, bon, peut-être que je souhaiterais fédéraliser la dissuasion, mais ce n'est pas possible. Donc comme c'est pas possible, bon, ça va revenir à la France. Et puis, a-t-il une conception claire de jusqu'où on peut étendre la dissuasion et jusqu'où on ne peut pas l'étendre ? Parce que, admettons que l'on veuille l'étendre à 20 pays d'Europe sur les 27, ou peut-être 25 sur les 27, bon, ok. Étendre la dissuasion, ça veut dire constituer un appareil non nucléaire, un appareil militaire non nucléaire, extrêmement important. Alors, s'il s'agit de tester une volonté russe éventuelle aux frontières de la France, en fait, un petit corps de bataille suffit. Bon, voilà, ce corps de bataille se fait enfoncer par les Russes, on sait qu'ils veulent aller jusqu'au bout, on utilise l'arme nucléaire. Sur l'Allemagne, corps de bataille un peu plus grand, mais pas énormément. Mais si on raisonne au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, il faut que la France se dote d'un corps de bataille de 400 000, 500 000 hommes. Aujourd'hui, on est à moins de 50 000. Alors, est-ce qu'on est prêt à avoir une armée qui, en termes d'armée opérationnelle, je ne parle pas des forces de projection, ça c'est une autre chose, bon, serait 10 fois supérieure à l'armée actuelle ? Il faut raisonner aussi ce que ça coûte, il faut raisonner ce que ça implique en matière d'hommes. Tout simplement, ça, ce n'est pas possible. Peut-être dans 20 ans, mais
actuellement et à horizon prévisible, ce n'est tout simplement pas possible. Donc ça, moi, ce que j'aimerais, c'est que le président le dise. Il dise, voilà, il pourrait être souhaitable que l'on ait telle configuration, ce n'est pas possible pour des raisons techniques, pour des raisons humaines, pour des raisons économiques, pour des raisons matérielles, donc nous allons nous replier sur ce qu'il est possible de faire, et la seule chose qui est possible de faire, c'est de dire aux Allemands, oui, on veut bien vous sanctuariser avec nous. Après, ce que je souhaiterais aussi, c'est que le président dise aux Allemands, si vous êtes d'accord avec ça, et il semble effectivement que les dirigeants allemands soient d'accord, si vous êtes d'accord avec ça, il faudra des contreparties de la part de l'Allemagne. Nous ne ferons pas ça pour le roi de Prusse, pour reprendre une vieille expression. Donc voilà. Et de définir les contreparties économiques. Notamment d'arrêter d'acheter de l'armement aux Américains, par exemple. Oui, ou disons d'acheter plus d'armements européens ou français, de reconstruire un pôle d'industrie de défense autour de l'industrie française, mais sur le fond, de reconnaître à la France qu'elle a toute liberté de développer son système nucléaire. Autrement dit, que les ONG allemandes cessent de nous embêter à Bruxelles. Oui, nucléaire civil, là. Voilà, sur le nucléaire civil. Et puis peut-être poser la question de l'euro. Bien. Si vous voulez. Mais je ne dis pas que la démarche telle qu'elle a été prononcée par Emmanuel Macron, une partie de sa démarche qui consiste sur la dissuasion, soit fausse. C'était déjà quelque chose qui était envisagé par le général de Gaulle. Donc bon, là, il se situe toujours dans un cadre. Je rappelle d'ailleurs que Georges Pompidou l'avait redit, que François Mitterrand l'avait redit, que Jacques Chirac l'avait redit. Donc il y a une vraie continuité. Et que c'était les Allemands qui refusaient, qui disaient non, votre dissuasion n'est pas crédible, nous préférons la dissuasion nucléaire américaine. Bien. Maintenant qu'ils voient que les États-Unis font défaut, effectivement, on est dans une autre configuration et on peut reprendre ce projet. Je dis simplement que c'est ce projet-là qui doit être repris, pas un projet beaucoup plus ambitieux, parce que ce projet ambitieux, on n'en a pas les moyens. Bien sûr. Et donc c'est ça. En parlant d'ambitieux, c'était mon programme d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on finisse les 5 dernières minutes de cette émission sur une autre question qu'on n'a pas encore évoquée. C'est cette question du rapprochement entre Washington et Moscou. On sait que Moscou tient une place prépondérante dans ce nouveau bloc en plein essor, à savoir les BRICS, que d'aucuns nomment Sud global. Aujourd'hui, est-ce que le rapprochement entre Vladimir Poutine et Donald Trump dans le cadre des négociations de paix en Ukraine peut provoquer, on va dire, un ralentissement de ce développement des BRICS? Alors, une chose, ce sont les réactions des principaux gouvernements. La Chine voit ça plutôt d'un bon œil. Alors, je ne dis pas qu'elle n'ait pas des doutes pour la suite, mais pour l'instant, elle voit plutôt d'un œil. Il y a eu un communiqué du gouvernement chinois, cette fois-ci, c'est la première prise de position officielle des Chinois, disant il ne peut pas y avoir de vainqueur dans cette guerre, il faut négocier, les deux parties doivent accepter de négocier, et la proposition de négociation qui est faite par la partie russe nous semble la plus intéressante. Bon, ok. Donc, il n'y a pas de gagnant, mais il y a quand même un gagnant. Voilà, bon. Les Indiens, par le ministère des Affaires étrangères de l'Inde, ont fait une déclaration à peu près similaire, disant voilà, il ne peut pas y avoir de vainqueur dans cette guerre, il faut mais arriver... la Russie va gagner. Voilà. Bon, voilà, bon. Oui. Bon, donc voilà, ça c'est pour le court terme. Sur le long terme, on voit bien que les Russes, ils regardent venir Trump, mais ils regardent venir Trump avec une certaine méfiance. C'est-à-dire que, bon, d'accord, tu veux faire ceci, tu veux faire cela avec nous, que tu fasses des accords économiques avec nous, oui, mais fais des propositions. Et la première des propositions, ça doit être la fin des sanctions. Et Trump, pour l'instant, il continue de penser que l'arme des sanctions, ça peut être utile pour faire pression sur Moscou. Donc, déjà là, il y a l'amorce d'une possible friction entre les deux. Et puis, fondamentalement, si Trump part avec l'idée qu'en cédant à Moscou, il va réussir à ramener Moscou vers le camp occidental,
là encore, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce que les Russes tirent un bilan de l'évolution de l'économie du monde. Ils voient que la partie du monde qui est en expansion, c'est l'Asie. Donc Chine, Inde, mais aussi les autres pays asiatiques, hein, parce que c'est important, même si nous en France, on ne sait pas qu'ils existent. Il y a l'Indonésie, il y a le Vietnam, bon, tous ces pays sont en expansion. Bon. Et qui entrent d'ailleurs, ou qui demandent l'entrée dans les BRICS. Soit sont entrés, soit demandent, soit frappent à la porte avec insistance, comme la Malaisie. Non, partenaire des BRICS, c'est bien, mais on veut être vraiment membre des BRICS. Bon, il y a toute une histoire de la diplomatie malaise là-dessus. Bon. Donc, non, les Russes ne sont pas contre un développement de leurs relations avec les États-Unis, mais ils savent quand même une chose. Quand ces relations étaient très développées, hein, dans les années 2018-2019, ça représentait 4%. Oui. Donc, au mieux, on est actuellement autour de 1,8-1,9%. Ça va doubler, ça va revenir à 4%. Mais c'est rien par rapport au poids que représentent la Chine, l'Inde et les pays asiatiques dans le corps. Même encore à ce que représente l'Europe. L'Europe a beaucoup baissé, mais l'Europe continue de représenter entre 16 et 18% du commerce extérieur russe. Donc, nous n'avons pas rompu tous les liens avec la Russie. Il ne faut pas croire. La France est le pays qui a le plus acheté de gaz naturel russe. Et je ne parle même pas du gaz naturel et du pétrole que nous revendent les Indiens, mais qu'ils ont eux-mêmes acheté russes. Qu'ils ont repackagé, on va dire. Tout à fait. Mais les choses qui viennent de Russie, officiellement, aujourd'hui, la France a plus acheté de gaz russe qu'elle n'achète de gaz aux États-Unis. Donc voilà, c'est ça la réalité des choses, et c'est pour ça que autant je pense qu'il peut y avoir effectivement une amélioration des relations entre les États-Unis et la Russie, ça ne fait pas de question, mais que cette amélioration va à un moment donné se heurter à des choses qui sont du domaine du réel et qu'on ne peut pas changer. C'est que, oui, effectivement, la part du commerce entre la Russie et les États-Unis, oui, c'est 4% du commerce extérieur russe, au mieux dans les années d'avant-guerre. Donc voilà. Et pensez-vous, Donald Trump a déjà fait savoir pendant la campagne présidentielle à plusieurs reprises que, évidemment, la perspective d'une dédollarisation du monde était totalement impensable dans son esprit, inconcevable dans son esprit plutôt. Est-ce que ça peut faire partie des discussions dans le cadre des négociations de paix entre Moscou et Washington ? Je pense que ça sera la volonté des Américains et je pense que je connais déjà la réponse des Russes. C'est, oui, mais nous, on est en train de parler avec d'autres gens, les Chinois, les Indiens, etc., qui, eux, veulent aller dans cette direction-là, les Brésiliens. Donc, ça ne dépend plus de nous. Puis, accessoirement, la Russie est toujours exclue de SWIFT. Oui, tout à fait. Bon, SWIFT était une opération essentiellement européenne. C'est pas les États-Unis qui peuvent décider là-dessus. Hein. Très bien. Bon, donc voilà, oui... ça les pousse à utiliser autre chose que le dollar, quoi. Voilà, vous voulez qu'on arrête la dédollarisation ? Ça ne dépend pas de nous. Et ils vont... Et là, ça va être un truc classique. Ils vont dire, oui, si ça ne dépendait que de nous, on le ferait. Bien sûr. Mais comme ça ne dépend pas de nous, on ne le fera pas. Je vous remercie beaucoup, Jacques Sapir, pour votre venue à TV Liberté à nouveau. Merci. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Je répète le nom de cet ouvrage, le dernier que vous avez écrit aux éditions Perspectives Libres, La fin de l'ordre occidental, avec un point d'interrogation quand même, parce qu'il ne faut jamais assurer. Vous pouvez le retrouver, bien sûr, sur la boutique de TVL. N'oubliez pas, si cette émission vous a plu, de le dire dans les commentaires juste en dessous, de poser vos questions complémentaires également. J'essaie d'y répondre chaque semaine. N'oubliez pas non plus le petit pouce en l'air qui améliore le référencement. En attendant la fin de semaine, portez-vous bien, chers amis, et rendez-vous la semaine prochaine.